L'anxiété frémissait dans les plumes de l'ambassadeur Reth, tandis qu'il lisait le rapport pour la troisième fois. Les mots restaient les mêmes, mais son esprit refusait de les accepter. Sa colonie natale sur Tavros Beit était plongée dans le silence depuis 12 heures. La dernière transmission montrait le chaos, des cris et le crissement caractéristique des soldats hurlants, défonçant les murs extérieurs de la colonie. Les Kélix étaient un peuple pacifique. Ils faisaient partie de l'Assemblée galactique depuis 6000 ans. Durant tout ce temps, ils n'avaient jamais connu la guerre. Aucune espèce de l'Assemblée n'en avait connu, et il ne s'agissait là que d'un vestige des temps anciens, des époques sauvages antérieures à l'avènement de la civilisation dans les étoiles. Les 47 espèces membres de l'Assemblée avaient évolué au-delà de ces comportements primitifs. Reth activa le protocole de balise de détresse. C'était un système simple, inchangé depuis des millénaires, car il n'avait jamais nécessité de mise à jour. La balise diffuserait un message sur tous les canaux de l'Assemblée, demandant une aide immédiate. En quelques heures, le Conseil se réunirait. Il discuterait des sanctions économiques à imposer au collectif Erlon. Peut-être enverrait-il des forces de maintien de la paix négocier un accord. Les Erlons seraient condamnés à une amende, à des réparations, et chacun reprendrait le cours normal de sa vie. Sauf que les Erlons se moquaient des lois de l'Assemblée. Ils ne s'en étaient jamais souciés. Cette espèce insectoïde vivait aux confins de l'espace civilisé, pillant occasionnellement les exploitations minières des petites colonies. Ils s'emparaient des ressources et faisaient des prisonniers, puis disparaissaient dans leur territoire. L'Assemblée les tolérait car les affronter aurait nécessité des violences. Et la violence était impensable. Le grand érudit Pym entra dans la salle. Ses ailes se replièrent contre son corps, trahissant une profonde inquiétude. Le vieux Célix avait consacré sa vie à l'étude de la biologie extraterrestre, cataloguant l'immense diversité de la vie dans la galaxie. Désormais, son expertise était requise à des fins plus obscures. La balise est active, dit Reth sans lever les yeux de sa console. Les secours vont arriver, n'est-ce pas? Pym se rassit, ses yeux anciens fixés sur le jeune ambassadeur. L'Assemblée n'a pas d'armée. Nous avons des casques bleus formés à la résolution des conflits et à la gestion des foules. Les hurlons ne sont pas une foule à gérer. Alors, que proposez-vous? La crête de Reth s'embrassa de frustration. Abandonner notre peuple? 14 000 Kélix vivent sur Tavro 7. Nous ne pouvons pas les laisser mourir. Je ne propose rien, répondit Pym d'une voix calme. Je ne fais que constater la réalité. Notre civilisation s'est ramollie. Nous avons oublié que l'univers n'est pas fondamentalement paisible. Nous avons pris notre bulle de sécurité pour l'ordre naturel des choses. Avant que Reth ne puisse répondre, sa console émit un signal. Une réponse au signal. Il ressentit un soulagement immense. L'Assemblée était déjà en train de se mobiliser, mais la transmission ne provenait pas d'elle. Le message était bref, transmis dans un langage galactique rudimentaire, mais compréhensible. Nous avons reçu votre appel de détresse. Nous arrivons. La signature identifiait l'expéditeur comme une espèce appelée humain, originaire d'une planète nommée Terre, dans le secteur 447. Le soulagement de Reth s'évapora. Toutes les espèces de l'Assemblée connaissaient les zones rouges, ces régions de l'espace jugées impropres à la vie civilisée, des mondes à la gravité excessive, aux atmosphères toxiques ou aux radiations extrêmes, des mondes de la mort, comme on les appelait. Aucune vie intelligente ne pouvait se développer dans un environnement aussi hostile. Ces secteurs furent donc mis en quarantaine et ignorés. Il doit s'agir d'une erreur, dit Reth en transmettant le message à Pym. Une réponse automatique d'une ancienne sonde. Pym étudia la transmission, inclinant la tête comme il le faisait face à l'inattendu. La structure linguistique est trop sophistiquée pour une automatisation. Quelqu'un a composé ce message. Quelqu'un d'intelligent, venu d'un monde mort? La crête de Reth s'aplatit sous l'effet de l'incrédulité. Impossible. Peu probable, corrigea Pym. Pas impossible. L'univers est immense, ambassadeur.
Nous avons exploré moins de 30% de la galaxie. Peut-être avons-nous été trop prompts à croire que notre mode de vie était le seul valable. 3 jours passèrent. Le Conseil de l'Assemblée se réunit comme Reth l'avait prédit. On y discuta de sanctions et de négociations. Un comité fut formé pour étudier la situation. Une autre réunion fut programmée pour la semaine suivante, en vain. Quand ils se seraient enfin mis d'accord sur une déclaration de désapprobation sans équivoque, Tavros 7 serait désert, sa population décimée ou réduite en esclavage. Reth cessa de dormir. Il surveillait sans relâche le phare, espérant un miracle. L'assemblée était inutile. Les hurlons étaient en des monstres. Son peuple était en train de mourir. Et quelque part dans le secteur 457, quelque chose d'inattendu avait promis de se produire. Le miracle arriva le 6e jour. 3 vaisseaux émergèrent de l'hyperespace aux abords de la station d'assemblage Kepler, où Reth avait son bureau. Ces vaisseaux ne ressemblaient à rien de ce qui figurait dans la base de données de l'assemblage. C'étaient des engins massifs et peu élégants, recouverts de blindages et bardés d'équipements que Reth ne parvint pas à identifier. Ils se déplaçaient avec détermination. Non pas le glissement gracieux d'un vaisseau civil, mais le positionnement agressif d'une machine conçue pour la violence. Le vaisseau amiral transmit une demande d'autorisation d'amarrage. Reth l'accorda sur le champ, passant outre les objections de l'administrateur de la station. Il devait voir ces créatures, ces êtres impossibles venus d'un monde mortel. Le sas se referma. Reth attendait, le cœur battant la chamade. Pym se tenait à ses côtés, l'équipement d'enregistrement activé. Ce qui franchirait cette porte bouleverserait leur compréhension de la vie intelligente. L'écoutille s'ouvrit. 3 silhouettes en émergèrent, marchant debout sur 2 jambes. Elles étaient grandes, plus grandes que n'importe quel caélix. Leur peau était lisse, d'un brun aux teintes pâles variées. Ils portaient des uniformes en tissu bleu foncé, près du corps. Mais ce furent leurs yeux qui firent reculer Reth. Des yeux fixes, des yeux de prédateurs. Toutes les espèces civilisées possédaient des yeux sur les côtés de la tête, conçus pour surveiller le danger. Ces créatures possédaient des yeux conçus pour traquer leur proie. Le personnage principal s'arrêta à une distance respectueuse et inclina la tête. « Je suis le commandant Owen Reed du vaisseau terrien Horizon's Edge. Vous avez émis un appel de détresse. Nous sommes là pour vous aider. » Reth retrouva sa voix, bien que plus faible qu'il ne l'aurait souhaité. « Vous êtes humain. Nous le sommes. Vous venez de la Terre. Un monde mortel. »« Nous venons de la Terre, » confirma Reed. Qu'il s'agisse d'un monde mortel dépend du point de vue. Nous, on l'appelle notre foyer. Pym s'avança, sa curiosité scientifique l'emportant sur sa peur. Quelle est la gravité de votre monde natal? Un G standard, répondit Reed. Environ 9,8 mètres par seconde au carré. Reth sentit ses jambes flancher, le double de la gravité standard de l'assemblage. Ces créatures vivaient sous une force écrasante, 2 fois supérieure à celle que les espèces civilisées considéraient comme normale. Leur existence même exigeait une force qui semblait impossible. Composition de votre atmosphère, poursuivit Pym, ses instruments scrutant les humains. 78% d'azote, 21% d'oxygène, des traces de gaz, 21% d'oxygène. La voix de Pym monta en intensité. C'est une concentration toxique. De telles concentrations provoqueraient des dommages cellulaires chez n'importe quelle espèce de l'assemblée. Reed sourit, dévoilant des dents émoussées. Nous, on la respire sans problème. Le conseil de l'assemblée accueillit les humains avec une horreur à peine dissimulée. Ils posèrent des questions, et chaque réponse ne faisait qu'empirer la situation. La Terre était un monde d'extrêmes. Des températures allant de terres gelées à des déserts brûlants. L'humanité a survécu dans les 2 cas. La planète subissait régulièrement des catastrophes naturelles, ouragans, tremblements de terre et éruptions volcaniques. Malgré tout, les humains ont bâti des villes. L'écosystème était hostile, peuplé de prédateurs, de maladies et de plantes mortelles. L'humanité a prospéré malgré tout. Vous devez comprendre, dit le président du conseil, Tom, son corps gélatineux tremblant de détresse. Nous apprécions votre offre d'aide,
Mais nous avons des protocoles. L'Assemblée a maintenu la paix pendant 12 000 ans grâce à la diplomatie et à la pression économique. Nous n'utilisons pas la violence. Vous avez appelé à l'aide, Reed. Nous n'avons pas recours à la violence. Vous avez appelé à l'aide, dit simplement Reed. Nous sommes venus. Oui, mais nous attendions une réponse civilisée, des négociations, des sanctions. Des sanctions empêcheront-elles les hurlants de tuer les civils de Kilik? Un silence pesant s'installa dans la salle du conseil. Le corps de Tom cessa de trembler. Nous n'avons pas la réponse à cette question. Oui, dit Reed. La réponse est non. Les sanctions n'arrêtent pas la violence. Seule la violence met fin à la violence. C'est barbare, protesta un autre membre du conseil. Nous ne pouvons tolérer une action militaire. Alors ne la tolérez pas, répondit Reed. Le Kellogg a émis un appel de détresse. Nous l'avons reçu, nous intervenons. Vous n'avez pas besoin d'approuver. Rhett observa les humains, ces créatures impossibles venues de leur monde impossible, et comprit son erreur. Il avait lancé un signal dans le vide, implorant le salut, et quelque chose lui avait répondu. Quelque chose d'assez puissant pour cracher du poison, assez fort pour marcher sous une gravité écrasante, et assez violent pour proposer la guerre comme solution. La galaxie était sur le point de basculer, et c'était sa faute. Le brillant érudit Pym avait étudié la biologie pendant 90 ans. Il avait catalogué des espèces provenant de 40 mondes différents, documenté des trajectoires évolutives s'étendant sur des millions d'années, et écrit 7 ouvrages sur la xénobiologie comparée. Rien dans sa formation ne l'avait préparé à l'étude des humains. Le scanner médical afficha des résultats qui auraient dû être impossibles. Il répéta le test 3 fois. Les résultats restèrent constants et systématiquement erronés. Le commandant Owen Reed attendait patiemment sur la plateforme d'examen, torse nu pour permettre au scanner d'accéder à son corps. Son corps était une véritable carte routière de la violence. Des cicatrices sillonnaient sa poitrine et ses bras, des lignes blanches sur sa peau bronzée. Pym l'avait interrogé à ce sujet. Reed avait expliqué qu'elle provenait d'opérations militaires antérieures. Il parlait de ses blessures de guerre, comme Pym aurait pu parler de ses travaux de recherche. Votre densité musculaire est 40% supérieure à celle de toutes les autres espèces assemblées, déclara Pym en réexaminant les données. Votre squelette est renforcé par des dépôts de calcium que l'on observe, généralement uniquement chez les espèces vivant sur des planètes à forte gravité. Mais vous affirmez que la Terre ne subit qu'une gravité standard. C'est exact, confirma Reed. Nous y avons évolué. Nos corps s'y sont adaptés. Adaptés à quoi? Pym fit glisser le scanner le long du bras de Reed. Votre structure osseuse pourrait résister à des forces d'impact qui pulvériseraient un squelette Kilix. Pourquoi l'évolution aurait-elle créé une telle résistance? Les humains sont fragiles, dit Reed, comme si cela expliquait quoi que ce soit. Nous n'avons pas d'armure naturelle comme certaines espèces, pas de carapace, pas de peau épaisse. Nous nous brisons facilement. L'évolution a donc compensé. Elle nous a dotés d'une capacité de guérison rapide et nous a rendus suffisamment robustes pour encaisser les dommages et continuer à fonctionner. Pym mit en évidence une partie du scanner. Vous avez des organes redondants, 2 reins, 2 poumons. Si l'un lâche, l'autre prend le relais. Des systèmes de secours, acquiesça Reed. Ça nous rend plus difficile à tuer. La désinvolture avec laquelle Reed évoquait sa propre mortalité troublait Pym plus que les données médicales. Ce n'était pas de la théorie. Reed parlait d'expérience. Il s'attendait à être blessé, à ce que son corps subisse des dommages. C'était normal pour lui. Votre système surrénalien est remarquable, poursuivit Pym. Face à une menace, votre corps libère des hormones qui augmentent la force, la vitesse et la tolérance à la douleur. On appelle cela une réponse au stress. La plupart des espèces sont paralysées par un stress extrême. Vous devenez plus dangereux. Fusion ou combat, dit Reed, bien que les humains choisissent généralement le combat. Pym posa son scanner et regarda l'humain droit dans les yeux. « Commandant, je dois vous poser une question et j'ai besoin d'une réponse honnête. Depuis combien de temps votre espèce est-elle en guerre? »
Reed réfléchit à la question. Définissez la guerre. Des violences organisées entre grands groupes dans le but de tuer ou de conquérir. Toute l'histoire de l'humanité, répondit Reed sans hésiter. Nous avons des archives remontant à 10 000 ans. Nous nous battions alors. Nous nous battons encore aujourd'hui. Il n'y a jamais eu d'époque où les humains n'étaient pas en guerre quelque part. Ces mots frappèrent Pym comme un coup de poing. 10 000 ans de guerre ininterrompue. L'Assemblée n'avait pas connu une seule guerre depuis 12 000 ans. Ces créatures s'entretuaient depuis toujours. Pourquoi? La question ne sortit que d'une voix à peine audible. Reed remit sa chemise, dissimulant ses cicatrices. Ressources, territoire, religion, politique. Parfois, on se bat parce qu'on est en désaccord. Parfois parce qu'on a peur. Parfois parce que quelqu'un nous a attaqués en premier et que nous avons refusé de mourir en silence. Mais vous êtes tous de la même espèce. Vous partagez la même planète d'origine. Cela ne nous a jamais arrêtés. Pym ressentit une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis des décennies. Une peur véritable. Non pas le sursaut passager provoqué par un bruit inattendu, mais une angoisse existentielle profonde. L'Assemblée avait invité ces créatures à l'aider. Ces créatures qui s'entretuaient, qui étaient faites pour la violence, qui considéraient la guerre comme normale. « Faisons-nous une erreur ?» demanda Pym. « Vous laissez répondre à l'appel de détresse des Kellics ?» Reed le fixa de ce regard de prédateur inquiétant. Érudit, les Hurlons massacrent déjà les civils de Kellic. L'erreur a été commise bien avant notre arrivée. Nous ne faisons que gérer les conséquences. Dans l'hémicycle du Conseil de l'Assemblée, le débat se poursuivait. Reth écoutait avec une frustration croissante, tandis que le président Tom exposait le plan de réponse officielle. Des sanctions économiques dont la mise en œuvre prendrait des mois et des négociations diplomatiques exigeant l'accord des deux parties pour dialoguer. Une force de maintien de la paix sans armes et sans autorisation d'utiliser la violence, même si elle en possédait. « C'est inutile », déclara Rhett, interrompant le président en plein milieu de sa phrase. « Pendant que nous discutons de protocole, mon peuple meurt. Ambassadeur, nous comprenons votre détresse, » répondit Tom d'un ton exaspérant de calme. « Mais nous ne pouvons pas abandonner 12 000 ans de civilisation à cause d'une seule crise. Nous ne sommes pas des guerriers. Nous sommes des diplomates. » Alors à quoi servez-vous? Les mots sortirent plus durs que Reth ne l'avait voulu, mais il ne les retira pas. Les Hurlons ne veulent soit pas négocier, ils veulent conquérir. Quelle est votre solution diplomatique à cela? Nous en trouverons une, insista Tom. Nous en avons toujours trouvé. Non, dit Reed depuis l'entrée de la salle. Vous n'en avez pas trouvé. Vous avez simplement eu la chance de n'avoir jamais affronté un ennemi qui refusait de parler. Le conseil se tourna vers l'humain. Reed avait amené 2 membres de son équipe, une femme nommée Anna Ruiz et un homme nommé Danny Cole. Ils se tenaient au garde-à-vous, leur posture dégageant une sérénité maîtrisée. Les soldats, réalisa Reth, des tueurs professionnels, aussi courants dans leur culture que les érudits dans la sienne. « Commandant Reed, » dit Tom d'un ton sec, « nous sommes à huis clos. »« Alors je vais parler rapidement, » répondit Reed. « Vous avez 3 options. Premièrement, vous négociez avec les Hurlons. Ils exigeront des concessions, probablement du territoire et des ressources. Ils pourraient libérer les prisonniers Kellics si vous payez suffisamment. Ce choix garantit une nouvelle attaque des Hurlons, car vous leur aurez prouvé que l'agression est efficace. Deuxièmement, poursuivit Reed, vous envoyez vos forces de maintien de la paix. Ils tenteront d'établir le contact. Les Hurlons les tueront. Vos soldats de la paix ne sont pas entraînés au combat. Ils mourront, les Kellics mourront, et vous n'aurez rien accompli d'autre qu'augmenter le nombre de victimes. Le conseil garda le silence. La forme gélatineuse de Tom s'était complètement immobilisée. Troisièmement, dit Reed, vous nous laissez faire ce pourquoi nous sommes venus. Nous allons à Tavroset, nous levons le Hurlon, nous ramenons votre peuple chez lui. Ce choix ne vous coûte rien si ce n'est votre fierté. Il nous coûte nos principes, a déclaré un autre membre du conseil. Nous n'utilisons pas la violence. Non, a acquiescé Reed. Vous, non, nous, si. Vous avez appelé à l'aide. Nous avons répondu. Vous ne choisissez pas le type d'aide que vous recevez.
Reth s'est surpris à parler avant même de l'avoir décidé consciemment. Je les ai engagés. La salle s'est embrasée de protestations. Tom était agité. Ambassadeur, vous n'en avez pas le pouvoir. J'ai le pouvoir de faire appel à des services de sécurité indépendants pour défendre les intérêts de Kilik, a déclaré Reth d'une voix calme malgré son cœur qui battait la chamade. J'exerce ce pouvoir à présent. Les humains n'agissent pas au nom de l'Assemblée. Ils agissent au nom du peuple Kilik. Nous les payons. Vous ne pouvez pas nous arrêter. C'était un détail juridique, à peine légitime, mais suffisant. Tom ne pouvait pas passer outre le droit à la légitime défense d'une espèce, même si la méthode employée l'horrifiait. Très bien, dit Tom froidement, mais l'Assemblée ne soutiendra pas cette action. S'il y a des conséquences, elles retomberont uniquement sur les Kiliks et les humains. Compris, répondit Reth. Il regarda Reed. Quand pouvez-vous partir? Nous n'avons jamais cessé de nous préparer, répondit Reed. Nous partons dans l'heure. Pym rejoignit Reth sur le pont d'observation, tandis que les vaisseaux humains se préparaient au départ. Les 3 vaisseaux étaient amarrés depuis moins d'une journée, mais leur présence avait déjà tout changé. La station était différente, chargée d'une énergie inédite, un mélange de peur et d'appréhension. J'ai terminé l'examen du commandant Reed, dit Pym d'une voix calme. Les humains sont des prédateurs, Reth, pas au sens figuré. Ce sont de véritables prédateurs. Leurs yeux, leurs dents, toute leur structure physique ont évolué pour chasser et tuer. Ils sont ce que nous serions devenus si nous n'avions pas développé la civilisation pour maîtriser nos instincts primaires. Mais ils ont développé la civilisation, rétorqua Reth. Ils ont l'art, la musique et la littérature. Reed m'a montré des photos de la Terre. Elle est magnifique. La beauté n'exclut pas le danger, répondit Pym. Une fleur venimeuse reste venimeuse. Les humains ont bâti une civilisation, certes, mais ils l'ont bâtie sur des fondements de violence. La guerre n'est pas une aberration pour eux, c'est leur état naturel. Nous leur avons demandé d'être ce qu'ils sont. Je crains que le résultat ne nous plaise pas. Les vaisseaux humains se sont désamarrés. Leurs moteurs ont flambé, des points lumineux de fusion se détachant sur le noir de l'espace. Ils se déplaçaient rapidement, accélérant à une vitesse qui aurait écrasé n'importe quelle équipe de montage. Les humains pouvaient supporter une telle accélération. Ils étaient faits pour cela. Reth les regarda partir, ces êtres impossibles venus de leur monde impossible. Une partie de lui espérait qu'il réussirait, qu'il sauverait son peuple et prouverait que parfois, la violence était la solution. Une partie de lui espérait leur échec, que l'univers démontrerait que la voie de l'assemblage était finalement la bonne. Mais au fond de lui, dans un lieu qu'il refusait d'admettre, il connaissait la vérité. Les humains ne connaîtraient pas l'échec. Ils étaient trop doués pour la violence. Ils s'y entraînaient depuis 10 000 ans. La galaxie était sur le point de découvrir ce que l'humanité savait depuis toujours. La paix n'était pas l'absence de conflit. La paix, c'était ce qui arrivait quand on était assez fort pour que personne n'ose vous attaquer. Les Kiliks étaient faibles. Ils avaient appelé à la force. Et la force leur avait répondu sous la forme d'habitants du monde de la mort qui ne savaient pas renoncer. Reth appuya son aile contre le hublot d'observation, observant les vaisseaux humains disparaître dans l'hyperespace. Quelque part dans le vide, les hurlons attendaient. Ils ignoraient ce qui les attendait. Ils se croyaient les prédateurs. Ils allaient bientôt découvrir qu'il y avait toujours un prédateur plus puissant et que les humains avaient été les super-prédateurs depuis toujours. L'ambassadeur Reth avait insisté pour venir. Le commandant Reed avait tenté de le dissuader, expliquant que les vaisseaux de guerre étaient montés des lieux dangereux pour les civils. Reth avait rétorqué qu'il s'agissait de son peuple et qu'il serait témoin de leur salut ou de leur perte. Reed avait acquiescé d'un simple hochement de tête et lui avait attribué un quartier près de la passerelle. À présent, debout dans la section d'observation, à l'orée de l'horizon, tandis que le vaisseau sortait de l'hyperespace, Reth remettait sa décision en question. Le système Tavros 7 était infesté.
Des vaisseaux hurlons emplissaient l'espace autour de la colonie minière. Plus de 200 vaisseaux allant de petits chasseurs à d'immenses porte-ruches. Ils grouillaient comme des insectes, ce qui était logique compte tenu de leur biologie. Les hurlons n'étaient pas des individus. Ils formaient une conscience collective, des milliers d'esprits fonctionnant à l'unisson. 3 vaisseaux, dit Reth d'une voix douce. Vous avez amené 3 navires contre 200. Nous avons amené ce dont nous avions besoin, répondit Reed depuis son fauteuil de commandement. Il n'était ni tendu ni inquiet. Il paraissait concentré, alerte mais calme, comme si c'était une routine. Évaluation tactique. Une femme à l'un des postes répondit immédiatement. Composition de la flotte Hurlon. 43 chasseurs, 76 frégates, 82 croiseurs, 6 porte-ruches. Ils sont déployés en formation défensive autour de la colonie. Les forces Hurlons sont estimées à 12 000 hommes. Nos forces demanda Reed. 3 vaisseaux, 450 hommes. Bord. 450 contre 12 000. Reth sentit ses jambes flancher. C'était du suicide. Les humains avaient fait tout ce chemin pour mourir dans un geste absurde. Désignez les cibles prioritaires, ordonna Reed. Les porte-vaisseaux d'abord. Sans eux, les vaisseaux plus petits perdent que leur coordination. Denny, où en sont les équipes d'abordage? Prêt, répondit une voix dans l'interphone. Sergent Danny Cole, le soldat que Reth avait rencontré à la station. 60 marines par porte-vaisseau. On pénètre, on nettoie, on sécurise. Compris. État des armes, Anna. Le lieutenant Anna Ruiz leva les yeux de sa console. Tous les canons électromagnétiques sont chargés. Les tubes lance-missiles sont prêts. Les systèmes de défense rapprochés sont actifs. Franchement, commandant, ça risque d'être trop facile. Reth n'en croyait pas ses oreilles. Trop facile? Ils étaient 40 fois moins nombreux. Ne prends pas la grosse tête, dit Reed, un léger sourire aux lèvres. Les Hurlons sont nombreux. Ça compte. Ce ne sont pas les chiffres qui gagnent les guerres, répliqua Ruiz. C'est l'entraînement, et nous nous entraînons pour ça depuis toujours. C'était vrai, réalisa Reth avec une horreur grandissante. Ces humains se préparaient à la guerre depuis leur enfance. Ils étudiaient la violence comme Kélix étudiait l'art. Ils s'entraînaient à tuer avec la ferveur d'érudits en quête de savoir. Ce n'était pas seulement leur métier, c'était leur culture. À tous les vaisseaux, ici Reed, annonça le commandant, sa voix résonnant dans tout le canal de la flotte. N'oubliez pas, des civils de Kélix se trouvent à la surface. Limitez les dégâts collatéraux au strict minimum. Règle d'engagement. Neutraliser si possible, détruire si nécessaire. Chaque tir compte. L'humanité nous observe, tout comme nos nouveaux amis. Sur ces derniers mots, il jeta un coup d'œil à Wraith. Wraith comprit. Les humains agissaient, démontrant leur capacité. Il ne s'agissait pas d'une simple mission de sauvetage. C'était un message. Exécutez l'opération Marteau, ordonna Reed. Les vaisseaux humains accélérèrent. Non pas la douce accélération des appareils civils, mais une force d'écrasement brutale. Reth s'agrippa à une rambarde tandis que la gravité artificielle peinait à compenser. Sa vision se brouilla sur les bords. Les humains ne bronchèrent même pas. Ils y étaient habitués. La flotte Hurlon réagit et se mit en position d'interception. Sa formation se resserra autour des porte-vaisseaux. C'était une stratégie défensive efficace. Pour atteindre les porte-vaisseaux, les humains auraient même dû se frayer un chemin à travers des rangées de vaisseaux plus petits, mais ils ne le firent pas. Ils contournèrent donc la formation. L'horizon plongea sous les lignes Hurlon, ces vaisseaux jumeaux se déployant pour prendre les flancs. Les canons électromagnétiques ouvrirent le feu, l'accélération magnétique propulsant des projectiles solides à des vitesses impossibles. Ces projectiles transpercèrent le blindage Hurlon comme du papier. Les boucliers conçus pour dévier les armes à énergie furent impuissants face à l'impact cinétique. « Pourquoi n'utilisez-vous pas d'armes à énergie ?» demanda Breath, observant les croiseurs Hurlon se déchirer sous l'assaut. « Les armes à énergie sont élégantes, » répondit Reed, les yeux rivés sur l'écran tactique. « Les canons à rails sont efficaces, nous préférons l'efficacité. » Les vaisseaux humains traversèrent
la flotte Hurlon, avec une grâce terrifiante. Ils roulaient, piquaient et tournoyaient, esquivant les tirs ennemis, tandis que leurs canons ne cessaient de tirer. Ce n'était pas la manœuvre prudente de la guerre civilisée. C'était agressif, brutal et d'une violence inouïe. Une frégate Hurlon explosa, son réacteur percé. Des débris jonchèrent l'espace. Les vaisseaux humains ne ralentirent pas. Ils utilisèrent le champ de débris comme abri, se protégeant des tirs ennemis derrière des morceaux de vaisseaux détruits. Premier porte-vaisseau à portée, annonça Ruiz en déployant les capsules d'abordage. Reth regarda incrédule. Des fragments de l'horizon se détachaient et fonçaient à toute vitesse vers le porte-vaisseau hurlant le plus proche. Pas des missiles, des capsules, avec des gens à bord. Vous tirez sur le vaisseau ennemi avec vos soldats? La voix de Reth était plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. Le moyen le plus rapide d'aborder le vaisseau, dit Reed. Accrochez-vous, ça va être intéressant. La capsule s'écrasa contre la coque du vaisseau Hurlon et la traversa de part en part. Des charges creuses explosèrent, créant des brèches. Quelques secondes plus tard, les caméras intégrées au casque transmirent des images aux écrans de la passerelle. Rhett vit des soldats humains se déverser dans le vaisseau Hurlon, armes à la main. L'intérieur d'un vaisseau Hurlon était un véritable cauchemar. Des couloirs organiques, des parois palpitantes et des nuées de guerriers insectoïdes hurlant de rage. Les humains s'y engouffrèrent sans hésiter. Leurs armes crachaient de courtes rafales contrôlées. Les soldats Hurlon tombèrent, leurs corps chitineux impuissants, face aux armes à feu humaines. La voix du sergent Cole crépita dans les communications. Pont insécurisé. Passage au pont 2. Forte résistance. Sur l'écran, Rhett observait Cole progresser dans un couloir rempli de guerriers hurlants. Le fusil du sergent s'est vidé. Sans ralentir, il a dégainé son arme de poing et a continué à tirer. Quand celle-ci fut à court de munitions, il a sorti un couteau, contre des créatures aux mandibules acérées comme des rasoirs et aux carapaces blindées. Et il a gagné? Ils sont fous, murmura Rhett. Les humains sont complètement fous. Nous, on préfère déterminer, dit Reed. Anna, où en sont les autres porte-vaisseaux? Les équipes ont percé 4 des 6 portes. La résistance est forte, mais gérable. Attendez, nous avons un problème. Une nouvelle formation est apparue sur l'écran tactique. Les vaisseaux Hurlon restants ont abandonné leur posture défensive et foncent droit sur les vaisseaux humains. C'était une attaque par éperonnage, sacrifiant leurs propres vaisseaux pour blesser les humains. Ils vont se suicider sur nous, dit Ruiz, la tension enfin palpable dans sa voix. Alors on leur fera regretter, répondit Reed. Il se pencha en avant et parla dans le canal de communication de la flotte. Tous les vaisseaux, exécution de la formation Delta de dispersion, qu'ils nous poursuivent. S'ils s'engagent, on fait demi-tour et on brûle. Les vaisseaux humains se séparèrent, fonçant dans des directions opposées. La flotte Hurlon se divisa pour les poursuivre. Ils étaient plus nombreux, certes, mais le nombre ne leur était d'aucune utilité s'ils ne pouvaient atteindre leur cible. Les vaisseaux humains étaient plus rapides, plus maniables. Ils menèrent les Hurlons dans une poursuite à travers le champ de débris, utilisant les épaves comme obstacle. Reed ordonna alors aux vaisseaux humains de faire demi-tour à une vitesse fulgurante, leurs amortisseurs d'inertie hurlant de protestation. Ils piquèrent sur la flotte Hurlon, canons crachant le feu. Les Hurlons, engagés dans leurs attaques, ne purent virer à temps. Ils se retrouvèrent nez à nez avec un mur de tir de canons électromagnétiques. Des vaisseaux furent détruits, des dizaines, réduits en miettes par l'assaut humain coordonné. Les survivants se dispersèrent, leur formation brisée. « Toutes les équipes d'abordage, rapportez-vous », ordonna Reed. La voix de Cole parvint la première. « Porte-vaisseau numéro 1 neutralisé. L'esprit ruche Esdo est mort. Les Hurlons restants sont désorientés et désorganisés. » D'autres équipes firent état de succès similaires. 5 porte-vaisseaux détruits. Le 6e était en fuite, tentant de passer en hyperespace. « Ne le laissez pas sauter !» ordonna Reed. « S'il s'échappe, il emporte des renseignements sur nos tactiques avec le collectif Hurlon. » L'horizon se rapprocha à grands pas.
Des missiles furent lancés, fendant l'espace dans une traînée de feu. Ils percutèrent les moteurs du vaisseau en fuite, mettant hors service son système de saut. Le vaisseau bascula, impuissant. « Finis-le », murmura Reed. Les canons électromagnétiques crépitèrent une dernière fois. Le porte-vaisseau se brisa, sa coque biologique incapable de résister à l'impact. La bataille était terminée. 200 vaisseaux hurlants avaient été détruits ou mis hors de combat. La flotte humaine n'avait subi que des dégâts mineurs. Quelques brèches dans la coque et des plaques de blindage endommagées. Aucune victime. Reth, abasourdi, contemplait l'écran tactique. 14 heures. Les humains avaient combattu pendant 14 heures et remporté une victoire totale. Les casques bleus de l'Assemblée auraient mis des mois avant même d'entamer des négociations. Les humains avaient tout simplement effacé le problème. « Sécurisez la colonie », ordonna Reed. Des équipes médicales sont envoyées à la surface. La priorité absolue est le sauvetage des victimes civiles. Ramenons les Kelix chez eux. Sur la planète en contrebas, des soldats humains ont exploré la colonie en ruine. Ils ont trouvé les survivants. 3000 Kelix réfugiés dans les abris les plus profonds. Les humains les emmenèrent avec une douceur surprenante. Ces guerriers, qui avaient massacré des milliers de hurlants sans hésiter, s'attachant maintenant avec précaution à effrayer les civils. Breth observait la scène depuis la passerelle, son esprit peinant à comprendre ce qu'il venait de voir. Les humains étaient des contradictions. Brutaux et doux, violents et protecteurs. Ils tuaient avec une efficacité impitoyable, puis se livraient aussitôt à des actes de sauvetage empreints de compassion. Ils portaient en eux à la fois le destructeur et le sauveur. « Nous avons tenu notre promesse », dit Reed en s'approchant de Reth par le hublot. « Votre peuple est sain et sauf. Vous avez tué 12 000 hurlants, dit Reth d'une voix hébétée. « Oui, en moins d'une journée. »« Oui. Cela vous dérange-t-il » Reth avait besoin de le savoir. Après avoir ôté tant de vie, Reed resta silencieux un instant, le regard perdu dans le champ de débris où s'était jadis dressée une flotte hurlonne. « Cela me dérange que cela ait été nécessaire, mais je ne regrette pas d'avoir fait ce qu'il fallait. Les hurlons ont fait leur choix en attaquant votre colonie. Nous avons simplement veillé à ce qu'ils en subissent les conséquences. Mon peuple vous sera reconnaissant, dit Reth, mais il vous craindra aussi, vous et ceux que vous représentez. Je sais, répondit Reed. C'est le fardeau des protecteurs. Ceux que nous sauvons nous craignent souvent autant que la menace que nous avons vaincue. Nous y sommes habitués. Comment vivez-vous avec ça ? Demanda Reth. Être craint est nécessaire à la fois. Reed sourit, mais d'un sourire triste. On se dit qu'être craint vaut mieux qu'être pleuré. Votre peuple est vivant, cela doit suffire. Dans les ruines de la colonie, les survivants Kelix se blottissaient les uns contre les autres, observant des soldats humains établir un périmètre de sécurité. Ces soldats étaient efficaces, professionnels et d'une étrangeté absolue. Ils se déplaçaient avec l'assurance de prédateurs suprêmes, persuadés d'être invincibles. Un jeune Kelix, un enfant d'à peine 6 ans, s'approcha d'un soldat humain. Le marine s'agenouilla, se faisant plus petit, moins menaçant. Il offrit à l'enfant un morceau de nourriture de ses rations. L'enfant le prit avec hésitation, puis sourit. Ce fut un bref instant. Mais à cet instant précis, Reth entrevit l'avenir. Les humains étaient terrifiants, certes, mais ils étaient aussi capables de bonté. Ils pouvaient détruire comme protéger avec la même habileté. La galaxie devrait apprendre à vivre avec ces deux facettes de l'humanité. Les habitants des mondes de la mort étaient arrivés. Ils avaient apporté la guerre, mais aussi l'espoir. La nouvelle se répandit rapidement au sein de l'Assemblée galactique. En moins d'une semaine, chaque espèce était au courant des événements survenus à Tavrosfet. Les récits variaient dans les détails, mais les faits essentiels demeuraient les mêmes. Des humains, jusque-là inconnus de la civilisation, étaient arrivés d'un secteur mis en quarantaine. Ils avaient anéanti une flotte Herlon 40 fois plus importante qu'eux. Ils avaient accompli cet exploit
en moins d'une journée. Le grand érudit Pym se retrouva malgré lui au centre d'une attention indésirable. Chaque xénobiologiste présent à l'Assemblée réclamait ces données de recherche sur la physiologie humaine. Chaque historien militaire souhaitait comprendre la doctrine du combat humain. Chaque homme politique voulait savoir si les humains représentaient une menace ou une opportunité. Il n'avait de réponse satisfaisante à aucune de ces questions. La grande salle de l'Assemblée était comble lorsque la session d'urgence s'ouvrit. Les représentants des 47 espèces membres se pressaient dans l'amphithéâtre, leurs agitations diverses, créant une cacophonie de sons et d'odeurs. Pym était assis dans la galerie d'observation, à côté de l'ambassadeur Reth. Tous deux attendaient leur tour pour témoigner. « Ils nous haïssent maintenant », dit Reth à voix basse, les autres espèces. Ils considèrent les Kelix comme ceux qui ont amené les habitants des mondes de la mort dans l'espace civilisé. Ils vous craignent, corrigea Pym. La peur et la haine se ressemblent souvent. Sur l'estrade centrale, le président Tom prit la parole. Son corps gélatineux était parcouru de spasmes d'anxiété à peine contenus. Les événements de Tavros 7 constituent un défi fondamental pour notre civilisation. Depuis 12 000 ans, nous maintenons la paix par la diplomatie et la raison. En une seule journée, une espèce que nous n'avions jamais rencontrée a démontré que la violence pouvait être plus efficace que la négociation. Nous devons décider de notre réaction. Un représentant des Valkyries, une espèce d'être cristallin, a fait entendre sa voix par résonance harmonique. Les humains doivent être sanctionnés. Ils ont fait la démonstration d'armes et de tactiques qui violent 17 conventions de l'Assemblée sur la guerre civilisée. Il n'existe aucune convention sur la guerre, a rétorqué un autre représentant. Puisque nous ne sommes pas en guerre, nous ne pouvons pas les punir pour avoir enfreint des règles inexistantes. Alors créons ces règles maintenant, a insisté le Valkyrie. Nous interdisons les armes cinétiques, les abordages et les manœuvres agressives. Nous établissons des protocoles pour la résolution civilisée des conflits. Le Hurlon ne respectera pas ces protocoles, a déclaré Rhett, se levant de son siège, bien qu'il n'ait pas été invité à prendre la parole. Interdire les armes humaines n'empêche pas le Hurlant de tuer des civils. Cela garantit seulement que, la prochaine fois, personne ne sera en mesure de défendre ces civils. La salle s'embrasa de disputes contradictoires. Pym constata la division. Environ la moitié de l'espèce considérait les humains comme dangereux, l'autre moitié comme utiles. Aucun ne les considérait comme des égaux. Pour l'Assemblée, les humains étaient des outils ou des menaces, non des partenaires potentiels. « Silence !» exigea Tom, son corps vibrant d'autorité. « Ambassadeur Reth, vous prendrez la parole devant cette Assemblée, formellement ou pas du tout. » Reth descendit à la tribune. Il se déplaça avec dignité malgré les regards hostiles de dizaines d'espèces. Pym éprouva de la fierté pour son ami. L'ambassadeur avait vieilli ces dernières semaines. Son plumage était terni par le stress, mais sa détermination demeurait inébranlable. « Les Kelix sont appelés à l'aide, » commença Reth. « L'Assemblée a débattu pendant que mon peuple mourait. Les humains ont agi pendant que vous discutiez de protocole. Je ne regrette pas de les avoir engagés. Je le referai sans hésiter. Vous avez introduit des guerriers dans une civilisation de paix, » déclara le représentant Valkyrie. « Vous avez ouvert une porte qui ne peut plus être refermée. » « La porte était déjà ouverte, » répliqua Rhett. « Les Hurlons l'ont ouverte en attaquant. Les humains l'ont simplement franchie. Si vous voulez blâmer quelqu'un pour la violence qui règne dans cette salle, blâmez le Hurlon. Ou blâmez-vous vous-même pour avoir été si attaché à la paix que vous en avez oublié comment la défendre. » Un silence pesant s'abattit sur l'Assemblée. Pym n'avait jamais entendu Reth parler avec autant de dureté. L'ambassadeur, d'ordinaire si doux, avait été transformé par son contact avec les humains. Il avait vu à quoi ressemblait la force et ne pouvait plus accepter la faiblesse déguisée en vertu. « Que proposez-vous » demanda Tom. « Que nous devenions comme eux ? Que nous abandonnions nos principes ? » « Je propose que nous prenions conscience de la réalité, » répondit Reth. « L'univers se moque de nos principes. Les Hurlons, assurément. »
Nous avons bâti notre civilisation sur l'hypothèse que tous partagent nos valeurs. Or, l'humanité nous a démontré que cette hypothèse est erronée. Nous pouvons soit nous adapter, soit attendre qu'une autre espèce, ne partageant pas nos valeurs, nous anéantisse. Le débat se prolongea pendant des heures. Pym fut finalement appelé à présenter ses recherches. Il présenta des données biologiques sur la physiologie humaine, expliquant leurs adaptations évolutives à la survie dans un monde hostile. L'Assemblée écouta, partagée entre fascination et horreur. En résumé, conclut Pym, les humains sont des prédateurs persévérants. Ils ne sont ni les plus rapides ni les plus forts. Mais ils ne s'arrêtent jamais. Leur psychologie est orientée vers l'endurance et l'adaptation. Ils survivent en résistant aux menaces. Cela vaut aussi pour la guerre. Les humains ne combattent pas jusqu'à la victoire. Ils combattent jusqu'à ce que l'ennemi soit définitivement hors d'état de nuire. Cela fait d'eux des monstres, a lancé quelqu'un dans la galerie. Cela fait d'eux des survivants, a corrigé Pym. Chaque espèce présente dans cette assemblée a évolué sur des mondes aux conditions climatiques modérées. Des climats stables, des ressources abondantes, peu de prédateurs naturels. Nous avons développé l'intelligence comme un avantage. Les humains ont développé l'intelligence par nécessité. Pour eux, penser faisait la différence entre manger et être mangé. Ce désespoir a façonné toute leur culture, et ils ne peuvent donc pas changer, a dit Tom. Ils sont ce qu'ils sont. Pouvons-nous changer notre nature ? Demanda Pym. Vous êtes pacifique parce que votre biologie le permet. Les humains sont agressifs parce que leur biologie l'exige. Aucun n'est supérieur à l'autre. Ce sont simplement des adaptations différentes à des environnements différents. Le vote eut lieu après 2 jours de débats supplémentaires. L'Assemblée galactique a voté contre l'admission de l'humanité. Officiellement, la raison invoquée était l'incompatibilité culturelle. Officieusement, la raison était la peur. 47 espèces observèrent les humains et se virent reflétées dans un miroir sombre. Elles entrevirent ce que la civilisation aurait pu devenir si l'évolution avait été moins clémente. Reth apprit la nouvelle dans ses quartiers. Il n'en fut pas surpris. Le commandant Reed, venu discuter du paiement de l'opération Tavros 7, l'accueillit avec son calme habituel. « Nous nous y attendions, » dit Reed. « On n'invite pas le prédateur à rejoindre le troupeau. Vous êtes plus que des prédateurs, » protesta Rhett. « J'ai constaté votre bonté. Vos soldats ont protégé les enfants de Kilik avec la même ferveur qu'ils ont déployée pour combattre les Hurlans. »« Vous êtes multiples. C'est vrai, » acquiesça Reed. « Mais la peur ne voit que les dents, pas la main qui peut aussi aider. L'Assemblée finira par comprendre, ou pas, et elle succombera à la prochaine menace. Quoi qu'il en soit, l'humanité survivra. Nous l'avons toujours fait. »« Que ferez-vous maintenant ?» demanda Reth. « Nous maintenons notre présence dans ce secteur, » répondit Reed. « Nous installons un poste d'écoute pour surveiller l'activité des Erlons. Et nous attendons, car une autre crise surviendra, ambassadeur. Les Erlons ne sont pas la seule espèce agressive de la galaxie. Tôt ou tard, quelqu'un attaquera quelqu'un d'autre, et l'Assemblée se souviendra que la diplomatie a ses limites. » Une alarme de proximité les interrompit. Les capteurs de la station avaient détecté une anomalie hyperspatiale massive. Quelque chose d'important se préparait. Quelque chose de très important. Ils atteignirent le centre de commandement et découvrirent le chaos. 2000 vaisseaux hurlants avaient surgi de l'hyperespace à la limite du territoire contrôlé par l'Assemblée. Non pas des pillards à 11 épars, mais une flotte, une armada. « C'est une riposte !» déclara Pym en observant la formation. Le collectif Hurlan réagit à sa défaite sur Tavros 7. Il déclare la guerre. « Contre les Kilix ?» demanda Kreth, le cœur lourd. « Contre tous », répondit Pym. « Regardez leur trajectoire. Ils se dirigent vers les mondes du corps d'assemblée. Ils veulent envahir. » La panique gagna la station. Les forces de sécurité de l'Assemblée, chargées du maintien de l'ordre et du contrôle des foules, se sont mobilisées en urgence. Ce ne serait pas suffisant. L'Assemblée ne disposait pas d'armée. Ses casques bleus étaient équipés d'armes non létales.
Face à 2000 vaisseaux de guerre hurlants, leurs efforts auraient été vains. Le visage de Tom, le porte-parole, s'affichait sur tous les écrans. Sa forme gélatineuse tremblait d'une terreur à peine contenue. Toutes les espèces de l'Assemblée ont l'ordre d'évacuer les mondes du noyau. Des transports civils seront mis à disposition. Ne paniquez pas. Nous négocierons avec les Hurlons. Nous trouverons une solution pacifique. Il n'y a pas de solution pacifique, déclara Reed d'un ton sec. Il était déjà en mouvement, activant ses systèmes de communication. Horizon's Edge, ici Reed. Rassemblez tout le personnel. Je veux que la flotte soit prête à être déployée dans 3 heures. Vous allez les affronter demanda Reth. 2000 vaisseaux? Non, répondit Reed. Nous allons appeler des renforts. C'est au-delà de nos capacités. Mais la flotte de défense terrestre peut gérer la situation. Il nous suffit de tenir le cap jusqu'à leur arrivée. Combien de temps cela prendra-t-il? 2 semaines pour que le message parvienne sur Terre. Une autre semaine pour que la flotte se mobilise. 3 semaines de plus pour qu'ils arrivent. Donc 1 mois. 1 mois? La voix de Tom déchira les communications. Commandant Reed, nous ne pouvons pas tenir 1 mois. Nous n'avons aucune défense. Vous avez alors 2 options, dit Reed. Fuyez ou laissez-nous vous apprendre à vous battre. Choisissez vite. Les Hurlons n'attendront pas que vous parveniez à un consensus. La Grande Assemblée a tenu un vote d'urgence. Cette fois, la décision fut unanime. Ils ont engagé l'humanité, non pas comme membres, non pas comme égaux, comme mercenaires. À situation désespérée, mesure désespérée, et l'Assemblée était finalement assez désespérée pour accepter l'aide des habitants des mondes de la mort. Reth observait le résultat du vote s'afficher sur les écrans de la station. L'intervention militaro-humaine fut approuvée à l'unanimité. C'était une victoire, certes, mais amère. Son peuple avait été sauvé. L'Assemblée le serait aussi. Mais le prix à payer était plus élevé que quiconque ne voulait l'admettre. Ils avaient invité des prédateurs sur leur terre. Désormais, ces prédateurs allaient leur apprendre à devenir prédateurs eux aussi, car l'alternative était l'extinction. Le grand érudit Pym se tenait à ses côtés, tous deux observant les soldats humains se préparer à la guerre. « Je me suis trompé », dit Pym d'une voix douce. « À propos de quoi ? J'ai dit que les humains étaient en des monstres. Ils ne le sont pas. Ils sont simplement ce que l'univers exigeait d'eux. Et maintenant, l'univers exige que nous leur ressemblions. Nous avons appelé à l'aide et l'aide a répondu. Le SOS n'a pas condamné les Kilix. Il nous a tous condamnés à devenir ce que nous n'avons jamais voulu être. Des guerriers, dit Reth. Des survivants, corrigea Pym. Comme eux, qu'on le veuille ou non. Les premiers volontaires de l'Assemblée arrivèrent au centre d'entraînement humain 3 jours après le vote d'urgence. Ils appartenaient à 17 espèces différentes, tous des civils qui s'étaient, d'une manière ou d'une autre, persuadés de pouvoir devenir soldats. L'ambassadeur Reth les observa entrer dans la soute aménagée en caserne. Ils semblaient terrifiés, et à juste titre. Le sergent Danny Cole se tenait à l'entrée de la soute, les bras croisés, le visage impassible. Derrière lui, une douzaine d'instructeurs attendaient avec la même patience. C'étaient des vétérans, des soldats, qui avaient combattu à Tavros 7 et survécu à des dizaines de conflits. Ils dégageaient à la fois compétence et danger. « Bienvenue, Cole », dit Cole, sa voix résonnant dans la baie silencieuse. « Tu t'es porté volontaire pour apprendre les techniques de combat. Avant de commencer, je dois te faire comprendre ce que tu demandes. La guerre n'est pas un jeu, ce n'est pas une aventure. C'est une violence organisée, dont le but est de faire cesser le combat à l'ennemi. Parfois, cela signifie le capturer. Parfois, cela signifie le tuer. Si vous ne pouvez l'accepter, partez. Personne ne bougea. Reth se demandait s'il restait immobile par courage ou paralysie. « Bien, reprit Cole. Soyons clairs, vous n'êtes pas humain. Vous n'avez pas évolué sur une planète hostile. Vos corps ne sont pas faits pour le combat. Ce n'est pas une critique, c'est un fait. Nous travaillerons en tenant compte de vos limitations. Mais comprenez bien ceci. Les Erlans se moquent de vos limitations. Ils vous tueront si l'occasion se présente. Notre mission est de les en empêcher.
L'entraînement commença immédiatement. Les instructeurs humains répartirent les volontaires par espèce, en fonction de leurs capacités physiques respectives. Les Kilix, étant des oiseaux, furent affectés à la reconnaissance et à l'entraînement au maniement des armes légères. Les Valkyries, êtres cristallins, apprirent l'ingénierie et le démolition, grâce à leur capacité à interagir avec les systèmes électroniques. Les Tormains, une espèce d'herbivore à 6 membres, s'initièrent aux tactiques d'escouade et au rôle de soutien. Vret observa la première journée d'entraînement depuis la plateforme d'observation. C'était pénible à regarder. Les volontaires peinaient à tenir les armes. Ils sursautaient au moindre bruit. Ils hésitaient lorsqu'on leur demandait de viser les mannequins d'entraînement. Tout ce que les humains faisaient instinctivement, ces volontaires devaient l'apprendre de zéro. « C'est impossible !» déclara le grand érudit Pym en rejoignant Reth à la fenêtre. « Ils ne peuvent pas devenir des guerriers en quelques semaines. Il faut des années aux humains pour acquérir les compétences de base. »« Ils n'ont pas besoin de devenir des guerriers », rétorqua le lieutenant Anna Ruiz en s'approchant d'eux avec une tablette affichant des données d'entraînement. « Ils doivent acquérir les compétences nécessaires pour ne pas se faire tuer immédiatement. » « Une grande différence, est-ce réalisable ?» demanda Reth. « À peine, » admit Ruiz. « Nous nous concentrons sur les tactiques défensives et les rôles de soutien. Les volontaires de l'Assemblée ne seront pas des combattants de première ligne. Ils occuperont des positions défensives, utiliseront le matériel de soutien et s'occuperont de la logistique. Les combats proprement dits resteront du ressort des forces humaines. Alors pourquoi les entraîner ? Demanda Pym. Parce qu'ils doivent comprendre la violence, répondit Ruiz. Votre espèce a vécu en paix si longtemps que vous avez oublié à quoi ressemble la guerre. Vous croyez que la diplomatie peut tout résoudre parce que vous n'avez jamais affronté un ennemi qui refusait de parler. Les Surlons refusaient de parler. Ils continueront d'arriver jusqu'à ce que vous soyez mort ou qu'ils le soient. Les volontaires n'ont pas besoin d'être de grands combattants. Ils doivent comprendre que se battre est parfois nécessaire. Sur le terrain d'entraînement, un jeune Kilix nommé Flick peinait avec un fusil modifié. L'arme avait été adaptée à sa morphologie. Plus petite et plus légère que les bras humains normaux, il visait une cible, ses plumes frémissant d'une énergie nerveuse. « Respire !» lui conseilla Cole, debout à côté de lui. « La peur est si naturelle. Accepte-la, ne la combatte pas. »« Laisse ça te servir de leçon », lança Flick. Le tir passa à côté, manquant complètement la cible. Il laissa échapper un gémissement de désespoir, sa crête s'affaissant de honte. « Encore une fois, » dit Cole calmement, « tu rateras plusieurs fois avant de toucher. C'est normal. »« Combien de fois as-tu raté ?» demanda Flick. « Des milliers, » répondit Cole. « Je m'entraîne depuis 15 ans. Toi, depuis 6 heures. Sois patient avec toi-même. » La douceur dans la voix de Cole surprit Reth. Ces guerriers humains, si efficaces pour tuer, étaient d'une remarquable bienveillance envers leurs élèves. Ils corrigeaient les erreurs sans colère, encourageaient les efforts sans faux-semblants. Ils traitèrent que les volontaires avec respect, même en sachant que la plupart ne deviendraient jamais des soldats efficaces. À la fin de la première semaine, les progrès étaient minimes, mais mesurables. Les volontaires pouvaient charger et tirer avec leurs armes sans se blesser. Ils comprenaient les bases de la communication au sein d'une escouade. Ils avaient appris à maîtriser leur instinct de fuite suffisamment longtemps pour tenir une position sous le feu ennemi. Ce n'était pas suffisant. La flotte Hurlande avançait, détruisant méthodiquement les colonies extérieures. 3 mondes étaient déjà tombés. Les forces de sécurité de l'Assemblée avaient... Ils tentèrent de les défendre et furent massacrés. Les armes non létales et les tactiques de négociation ne pesaient rien face à un ennemi qui ne désirait que conquête et destruction. Le commandant Reed coordonnait la défense depuis le centre de commandement. Travaillant avec un minimum de sommeil et une pression maximale, la flotte de défense terrestre n'était pas attendue avant 2 semaines. Sa petite flotte de 3 navires pouvait harceler l'avancée des Hurlons,
mais pas l'arrêter. Ils avaient non et besoin des volontaires de l'Assemblée pour tenir les positions défensives sur les colonies restantes, suffisamment longtemps pour permettre l'évacuation. On leur demande de mourir, dit Reth, observant Reed mettre à jour les positions défensives sur l'écran tactique. Nous leur demandons de survivre, corrigea Reed. Il y a une différence. Un soldat condamné à mourir paniquera. Un soldat entraîné à survivre trouvera une solution. C'est cet entraînement que nous leur est. Dispensons, en 2 semaines, c'est insuffisant. Ce n'est jamais suffisant, répondit Reed. Nous faisons avec les moyens du bord. Le Hurlant frappa d'abord la planète colonisée Parthénos. C'était une petite planète de 40 000 habitants, principalement des chercheurs Valkyrie étudiant la formation des cristaux dans son vaste réseau de grottes. L'Assemblée en avait évacué 30 000. Il en restait 10 000, incapables ou refusant de partir. Les vaisseaux humains arrivèrent les premiers et prirent position en orbite. Puis vinrent les volontaires, une centaine de civils de l'Assemblée, qui n'avaient reçu qu'une formation de 10 jours. Ils paraissaient terrifiés dans leurs armures mal ajustées, serrant des armes dont ils maîtrisaient à peine le maniement. Mais ils se déployèrent en position défensive comme prévu, appuyés par des conseillers humains qui coordonneraient leurs tirs. Flick se retrouva dans un bunker surplombant le campement principal, son fusil monté sur un bipied pointé vers le ciel. À côté de lui, Cole vérifia les systèmes de défense et les stocks de munitions, pointant le ciel. « Vous n'êtes pas obligé d'être ici, » dit Cole. « Vous êtes un civil. Vous n'avez aucune obligation de combattre. »« Mon peuple a envoyé un SOS, » répondit Flick, son interprète traduisant la détermination dans sa voix. Des humains ont répondu. Maintenant, les Hurlons viennent nous chercher tous. Je ne peux pas fuir pendant que d'autres se battent pour ma survie. C'est le raisonnement d'un soldat, observa Cole. Tu apprends. La flotte Erlon arriva en force. 600 vaisseaux, assez pour vitrifier la planète s'ils le voulaient. Mais les Erlons voulaient des prisonniers et des ressources, pas des cendres. Ils débarqueraient en des troupes et prendraient la colonie par la force. Les vaisseaux humains engagèrent immédiatement le combat, leurs canons électromagnétiques déchirant la formation Hurlon. Mais un rapport de 600 contre 3 était défavorable, même pour l'humanité. Les vaisseaux humains ne purent que ralentir l'atterrissage, sans pouvoir l'empêcher. Des capsules de largage Hurlon s'abattirent du ciel comme une pluie de météores. Elles s'écrasèrent sur toute la colonie, libérant des milliers de guerriers insectoïdes. Le crépitement de leur communication résonna dans toute la colonie. « Tenez vos positions !» ordonna Cole à travers les communicateurs de chaque volontaire. Le crépitement de leur communication résonna dans toute la colonie. « Tenez vos positions !» répéta Cole. « Laissez-les venir à vous. Attendez le moment opportun pour tirer. Chaque balle compte. » Flick suivit l'avancée du Hurlon à travers sa lunette de visée. Il se déplaçait en essaim coordonné, contournant les obstacles comme l'eau, le cœur battant la chamade. Tous ses instincts lui criaient de s'envoler, de fuir. Mais il maintint sa position. Le premier Hurlon entra dans son champ de tir. Il visa, inspira et tira. Le projectile atteignit le centre de la cible. Le Hurlon chancela, mais ne tomba pas. Son armure chitineuse avait absorbé la majeure partie du choc. « Vise les articulations », ordonna calmement Cole. Là où les segments d'armure se rejoignent, c'est leur point faible. Flick ajusta sa visée et tira de nouveau. Cette fois, le Hurlon tomba, de l'ichor s'échappant de l'espace entre son thorax et son abdomen. Il avait tué quelque chose. La réalisation le frappa comme un coup de poing. « N'y pense pas », dit Cole. « Feu à volonté. Réfléchissez après. » Dans toute la colonie, les volontaires de l'Assemblée se battaient, avec une détermination désespérée. Ce n'étaient pas de bons combattants. Ils rataient Monto plus souvent qu'ils ne touchaient. Sous un feu nourri, ils paniquaient, mais ils tenaient dans leur position. Les conseillers humains les maintenaient concentrés, les encourageaient à continuer de tirer et les gardaient en vie assez longtemps pour que leur action compte. La bataille dura 8 heures. Les Hurlons prirent la colonie, mais à quel prix? Normalement, une planète comme Parthénos tomberait en quelques minutes.
La présence de défenseurs, même peu entraînés, obligea les Hurlons à engager des ressources et à subir des pertes. Cela les ralentit. Flick survécut. 60 des 100 volontaires survécurent également. Les conseillers humains déclarèrent la bataille victorieuse. Ils avaient retardé l'avancée des Hurlons d'une journée entière. Une journée pour procéder à davantage d'évacuations. Un jour de plus avant l'arrivée de la flotte de défense terrestre. Reth suivit en silence le rapport d'après-action. 40 volontaires de l'Assemblée morts, des milliers de Hurlons tués. La colonie perdue, mais la population en grande partie sauvée. Tels étaient les calculs de la guerre. Des pertes, mais la population en grande partie sauvée. Tels étaient les calculs de la guerre. Des vies échangées contre du temps. La victoire mesurée en pertes acceptables. Ils ont bien fait, dit Reed debout à ses côtés. Mieux que je ne l'espérais. 40 d'entre eux sont morts, répondit Reth. 40 ont sauvé des milliers de personnes, rétorqua Reed. À la guerre, c'est ça la victoire. Je déteste ça, admit Reth. Je déteste que tu aies raison. Je déteste que la violence soit efficace. Je déteste que nous ayons besoin de toi. Je sais, dit Reed d'une voix douce. Toutes les espèces civilisées nous haïssent jusqu'à ce qu'elles aient besoin de nous. Alors ils nous haïssent parce que nous sommes indispensables. C'est le fardeau que nous portons. L'entraînement s'est intensifié après Parthénos. Les volontaires survivants sont retournés au camp. Ils n'étaient plus les civils apeurés arrivés 2 semaines auparavant. Ils avaient vu le combat. Ils avaient les tués. Ils avaient compte perdu des amis. Ils n'étaient pas encore des guerriers, mais ils n'étaient plus impuissants. D'autres volontaires arrivèrent, inspirés ou honteux du sacrifice de Parthénos. Les halls d'entraînement se remplirent d'espèces assemblées, apprenant à se battre. Les humains leur enseignèrent le maniement des armes, les tactiques d'escouade, les positions défensives. Ils leur apprirent en hâte à surmonter la peur, à fonctionner sous pression, à accepter que parfois, la survie exigeait la violence. Le grand érudit Pym observait une volontaire Valkyrie s'entraîner avec des charges explosives. Ses mains cristallines se mouvaient avec une assurance surprenante. « Nous changeons », dit-il à voix haute, sans s'adresser à personne en particulier. L'Assemblée est en train de devenir autre chose. Oui, approuva Ruiz, debout à ses côtés. Vous devenez des survivants comme nous, que vous le vouliez ou non. La flotte Erlon poursuivit sa progression. Ils conquirent une autre planète, puis une autre. Mais chaque conquête leur coûta du temps et des pertes humaines. Les volontaires de l'Assemblée, appuyés par des conseillers humains, tinrent bon suffisamment longtemps pour évacuer les civils. Ils moururent en défendant leur position, gagnant de précieuses minutes, voire des heures, au prix de leur vie. Ce n'était ni noble ni glorieux. C'était une nécessité laide et brutale. Mais cela fonctionna. Et au fin fond de l'espace, fonçant vers la zone de guerre, la flotte de défense terrestre approchait. 40 000 vaisseaux, pilotés par des vétérans qui s'étaient entraînés toute leur vie pour cela. Ils arrivaient et les Hurlons ignoraient tout de ce qui les attendait. L'ambassadeur Reth se tenait sur la plateforme d'observation, regardant les volontaires se préparer pour le prochain déploiement. Ils avaient changé, ils étaient en plus durs. Ils avaient appris à se défendre. La galaxie était en pleine mutation, et il était impossible de revenir à l'innocence. Le SOS les avait tous condamnés à devenir quelque chose de nouveau, quelque chose de capable de survivre. La flotte de défense terrestre surgit de l'hyperespace comme un coup de marteau. 40 000 vaisseaux, des destroyers agiles aux cuirassés massifs, emplissaient l'espace autour de la station d'assemblage Kepler. Leur ampleur était telle que les capteurs étaient maintenant saturés. L'Assemblée n'avait jamais vu de flotte militaire auparavant. Elle n'avait aucune idée de ce à quoi pouvait ressembler une guerre organisée menée par une espèce qui l'avait perfectionnée pendant plus de 10 000 ans. L'ambassadeur Reth se tenait sur la plateforme d'observation aux côtés du grand érudit Pym, tous deux observant l'armada humaine s'organiser avec une efficacité terrifiante. Les navires se mirent en formation sans ordres apparents.
chacun connaissant son rôle et sa position. C'était comme observer un seul organisme, des milliers de parties fonctionnant en parfaite coordination. C'est toute leur armée demanda Pym d'une voix à peine audible. C'est une seule flotte, répondit le commandant Reed en les rejoignant à la fenêtre. La Terre en possède 7. Voici la 3e flotte, spécialisée dans la réaction rapide et la projection de puissance. Ils sont très efficaces. Que font-ils demanda Reth, bien qu'il se doutât déjà de la réponse. Ils mettent fin aux guerres, répondit Reed simplement, rapidement et avec assurance. L'amiral de la flotte, une femme nommée Lynn Park, arriva à la station pour se concerter avec les dirigeants de l'Assemblée. Plus âgé que Reed, ses cheveux grisonnaient aux tempes et son uniforme était orné de médailles que Reth ne reconnaissait pas. Elle se déplaçait avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait commandé des flottes à travers des dizaines de conflits. La réunion avec le Conseil de l'Assemblée était tendue. Le président Tom, dont le corps gélatineux tremblait encore d'anxiété, tenta d'établir les protocoles diplomatiques. L'amiral de la flotte Park écouta poliment pendant exactement 3 minutes, puis l'interrompit. « Président, avec tout le respect que je vous dois, nous n'avons pas le temps pour les protocoles, déclara Park. La flotte Erlong se trouve à 30 heures de vos mondes principaux. Si nous ne les engagons pas rapidement, cette discussion n'aura plus aucun sens. J'ai besoin de l'autorisation de déployer ma flotte et des règles d'engagement. » « Des règles d'engagement » répéta Tom, ne connaissant pas le terme. « Jusqu'où pouvons-nous aller dans le combat » précisa Park. « Y a-t-il des systèmes que vous souhaitez préserver? Des populations civiles à évacuer en priorité? Des forces ennemies que vous préférez capturer plutôt que détruire? Je dois connaître vos priorités. » Le Conseil se regarda, perplexe. Il ne s'était jamais posé de telles questions. La guerre avait toujours été pour eux un concept théorique, un phénomène propre aux espèces primitives. À présent, on leur demandait de prendre des décisions tactiques concernant une violence qu'ils comprenaient à peine. « Nous voulons arrêter les hurlons », finit par dire Tom, avec un minimum de pertes de part et d'autre. « C'est impossible », répondit Park sèchement. « Les hurlons sont venus pour conquérir. » Ils ne se rendront pas. Ils ne négocieront pas. Nous pouvons minimiser les pertes de l'Assemblée en évacuant les mondes cibles. Mais nous ne négocierons pas. Nous pouvons minimiser les pertes de l'Assemblée en évacuant les mondes cibles. Cependant, les pertes hurlons seront considérables. Ils ont choisi ce combat. Nous y mettrons fin. Vous parlez de tuer des milliers, voire des millions de personnes, a protesté un membre du Conseil. C'est un génocide. C'est la guerre, corrigea Park. Les hurlons vous ont attaqué. Ils ont tué vos civils. Ils continueront jusqu'à votre destruction ou jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Je vous propose de faire en sorte que ce soit eux et non vous. Si cela vous est inacceptable, je prendrai ma flotte et je partirai. Choisissez maintenant. Le silence qui suivit était lourd de sens. L'Assemblée était contrainte d'affronter la réalité qu'elle avait niée pendant 12 000 ans. La paix n'existait que parce que personne ne l'avait contestée. À présent, quelqu'un l'avait fait, et l'Assemblée devait choisir entre ses principes et sa survie. « Arrêtez le hurlant », dit finalement Tom, la voix brisée. « Faites ce que vous devez. » La 3e flotte fut déployée 6 heures plus tard. Reth les regarda partir. Cette force de destruction colossale se déployait pour défendre une civilisation qui les avait rejetés. L'humanité s'était vue refuser l'accès à l'Assemblée, jugée incompatible avec la société civilisée. À présent, cette même société les suppliait de commettre des actes de violence en son nom. « Pensez-vous qu'ils nous en veuillent ?» demanda Reth à Reed, resté à la gare pour coordonner les opérations avec les forces de rassemblement. « Non, » répondit Reed. « Nous comprenons la nécessité. Il vous fallait du temps pour comprendre que la violence existe. Nous vous l'avons accordé. Maintenant que vous avez compris, nous allons faire ce que nous savons faire de mieux. » La bataille de New Harmony n'était pas une bataille, c'était une exécution. La 3e flotte découvrit l'armada Erlong avançant vers une planète du corps d'assemblée. 600 vaisseaux Erlong contre 40 000 vaisseaux humains.
L'issue ne faisait aucun doute. L'amiral de la flotte Park ne perdit pas de temps en avertissements ni en exigences. La flotte humaine passa à l'attaque. Leur assaut coordonné submergea la formation Erlon en quelques minutes. Les canons électromagnétiques tiraient en rafales synchronisées, créant des zones de destruction auxquelles aucun vaisseau ne pouvait survivre. Des missiles étaient lancés par vagues successives, saturant les défenses erloniennes. Les équipes d'abordage pénétraient simultanément dans chaque vaisseau important, détruisant les centres de coordination minés. Les volontaires, entraînés par le sergent Cole, suivaient la bataille grâce aux retransmissions vidéo. Ils furent témoins de la guerre humaine dans toute son ampleur, de l'efficacité brutale d'une espèce qui n'avait jamais cessé de se battre. Ce que les volontaires avaient vécu à Parthénos n'était qu'une escarmouche. Là, c'était la guerre. La flotte d'Erlon fut anéantie en 2 heures. 16 000 navires détruits, 30 000 mis hors de combat. Du côté humain, 47 navires endommagés, aucun détruit. 700 blessés, 33 tués. Ces chiffres étaient si disproportionnés qu'ils semblaient impossibles, et pourtant, ils étaient exacts. L'humanité se battait depuis toujours. Les Hurlons pillaient les colonies sans défense. L'écart d'expérience au combat était abyssal. Les vaisseaux Hurlons survivants prirent la fin sur la fuite, lançant des signaux de reddition. La flotte humaine les poursuivit jusqu'en territoire hurlant, s'assurant qu'ils comprenaient le message. Une nouvelle attaque contre l'Assemblée et l'humanité anéantirait le collectif hurlant. La guerre prit fin aussi soudainement qu'elle avait commencé. 3 semaines de conflit, 4 mondes d'Assemblée endommagés mais récupérables, 6 000 victimes parmi les membres de l'Assemblée, principalement des volontaires qui tenaient des positions défensives. Les Erlons avaient perdu 90% de leur capacité militaire et demandèrent la paix. L'Assemblée parla d'un miracle. L'humanité, elle, le qualifia de simple formalité. 6 mois après la fin de la guerre d'Erlon, la Grande Assemblée se réunit pour réexaminer la demande d'adhésion de l'humanité. Le vote, cette fois, fut différent. Il n'y fut aucun débat sur la compatibilité ou les principes. L'Assemblée avait appris que les principes ne valaient rien une fois morts. L'ambassadeur Reth prit la parole au nom des Kilix. Nous avons lancé un SOS dans le néant. Nous n'avons pas précisé la nature de l'aide que nous souhaitions. Nous avons reçu exactement ce dont nous avions besoin, même si ce n'était pas ce à quoi nous nous attendions. L'humanité nous a sauvés, non seulement les Kilix, mais toutes les espèces de l'Assemblée. Ils n'ont rien demandé en retour. Ils n'ont rien réclamé en termes de territoire. Ils ont simplement répondu à notre appel. Voilà la définition d'un allié digne de ce nom. Le grand érudit Pym a présenté des recherches actualisées, son rapport de xénobiologie incluant désormais une analyse culturelle. Les humains ne sont pas des monstres, ce sont des survivants. Certes, ils sont violents, mais cette violence est maîtrisée, dirigée, portée. Ils ne tuent pas par plaisir, ils tuent pour se protéger. Chaque espèce présente dans cette assemblée existe parce que les humains ont choisi de nous protéger plutôt que de nous conquérir. Ce choix est fondamental. Le vote a été adopté. L'humanité a obtenu le statut de membre à part entière de l'Assemblée. Mais des conditions ont été posées. L'Assemblée exigeait des garanties, l'assurance que l'humanité ne retournerait pas ses armes contre les espèces civilisées. Elle souhaitait que l'humanité serve de bras militaire à l'Assemblée, de protectrice contre les menaces extérieures. L'amiral de la flotte Park a rejeté l'offre. « Nous ne serons pas vos chiens de garde », a-t-il déclaré lors de la présentation de la proposition. Vous n'avez pas le droit de nous refuser l'adhésion sous prétexte que nous sommes violents, puis d'exiger que nous le soyons pour vous. Nous sommes une espèce souveraine. Nous défendrons l'Assemblée parce que c'est notre devoir et non parce que vous nous l'ordonnez. Acceptez-nous comme égaux ou ne nous acceptez pas du tout. L'Assemblée n'eut d'autre choix que d'accepter. L'humanité y adhéra en tant qu'espèce membre à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes responsabilités que toutes les autres. Elle n'était pas la force militaire, mais un partenaire. Les conséquences furent incomplexes. Les espèces membres de l'Assemblée durent s'adapter à la vie
aux côtés des prédateurs. La cuisine humaine horrifia les espèces herbivores. Les divertissements humains, empreints de violence et de conflits, leur paraissaient barbares. Les enfants humains jouaient à des jeux simulant la guerre, ce qui perturbait les espèces pacifiques. Mais les humains ont aussi apporté des bienfaits, de nouvelles technologies, des moteurs plus performants et de meilleurs traitements médicaux. Ils partageaient librement leur savoir. Ils mirent en place des programmes de formation pour les forces de sécurité de l'Assemblée, enseignant des tactiques défensives sans exiger que quiconque devienne soldat. Ils se montraient patients envers les espèces encore sensibles, aux bruits forts et bienveillants envers les cultures qui n'avaient jamais connu la violence. Flick, le jeune Kilix qui avait combattu à Parthénos, devint un agent de liaison entre les forces humaines et celles de l'Assemblée. Il comprenait désormais les deux mondes, ayant goûté à la paix de la vie en communauté et à la nécessité de la violence humaine. Il enseignait aux autres espèces que les humains n'étaient pas des monstres à craindre, mais des êtres à comprendre. Il poste les deux, expliqua Flick à un groupe de jeunes étudiants Kilok en visite au centre d'entraînement humain. Ils sont capables d'une grande violence comme d'une grande bonté. Ils choisissent laquelle exprimer selon les besoins. C'est ce choix qui les civilise, et non l'absence de violence. Le sergent Cole, toujours instructeur, approuva l'explication d'un signe de tête. Humain et Kylix étaient devenus amis à force de combats partagés. Une amitié que l'ancienne assemblée n'aurait jamais comprise. Mais la nouvelle, forgée dans la crise, l'acceptait. Le collectif Erlon, réduit à une fraction de sa puissance d'antan, fit une proposition inattendue, s'allier à l'humanité et non à l'Assemblée. Ils avaient combattu les humains et subi une défaite cuisante. Cette défaite leur avait valu le respect au sein de la culture Erlon. Ils considéraient l'humanité comme forte et digne d'un partenariat. L'Assemblée était outrée. Comment l'humanité pouvait-elle envisager une alliance avec l'espèce qui avait déclenché la guerre? Pourtant, elle y voyait une opportunité. Les Hurlons étaient certes agressifs, mais aussi d'habiles mineurs et explorateurs. Bien canalisée, cette agressivité pouvait se révéler utile. « Nous ne sommes pas rancuniers », expliqua le commandant Reed à un conseil incrédule. « Les Hurlons vous ont attaqué. Nous avons riposté. Ils ont été vaincus. À présent, ils vous proposent leur amitié. Refuser serait une cruauté gratuite. Nous faisons la paix avec nos ennemis constamment. C'est ainsi que l'on bâtit une civilisation stable. » L'Assemblée peinait à comprendre cette logique. Comment pardonner à des êtres qui avaient massacré votre peuple? Pourtant, les humains le faisaient régulièrement. Ils menaient des guerres, puis aidaient à reconstruire leurs ennemis. Cela faisait partie de leur culture. Ce cycle de violence et de réconciliation. Peu à peu, l'Assemblée apprit non pas à aimer la guerre, mais à l'accepter comme une possibilité. Ils développèrent des forces militaires, de petites flottes défensives, composées de volontaires entraînés par des instructeurs. Ce n'étaient pas des guerriers, ils ne seraient jamais aussi efficaces que des soldats humains, mais ils n'étaient plus impuissants. L'ambassadeur Reth se tenait sur la même plateforme d'observation d'où il avait vu arriver les vaisseaux humains pour la première fois. À ses côtés, le commandant Reed observait le trafic autour de la station. Des vaisseaux humains côtoyaient des vaisseaux d'assemblage, les deux cultures apprenant à coexister. « Le regrettez-vous » demanda Reed. « Envoyer ce signal de détresse ?» Reth réfléchit longuement à la question. « Je regrette d'avoir dû le faire. Je regrette d'avoir dû envoyer ce signal. » Reth réfléchit longuement à la question. « Je regrette d'avoir dû le faire. Je regrette que nous ayons été trop faibles pour nous défendre. Je regrette que nous ayons dû changer. Mais je ne regrette pas d'avoir appelé à l'aide, et je ne regrette pas que vous ayez répondu. Vous nous avez sauvés, commandant, non seulement des Hurlons, mais aussi de notre propre ignorance. Nous pensions que la paix était naturelle. Vous nous avez montré qu'elle se mérite, et qu'elle se maintient par la force, a ajouté Reed. Oui, c'est la leçon que vous avez apprise. La question est de savoir ce que vous ferez de ce savoir.
Nous bâtirons une galaxie meilleure, a déclaré Rhett. Une galaxie où les espèces peuvent être à la fois pacifiques et fortes. Où nous n'aurons pas à choisir entre nos principes et notre survie. Vous nous avez montré que c'était possible. L'humanité est la preuve que civilisation et puissance peuvent coexister. Nous essayons, répondit Reed. Nous n'y parvenons pas toujours, mais nous essayons. Un nouveau signal apparut sur les capteurs de la station. Des vaisseaux approchaient depuis un espace inexploré, lançant un appel de détresse. Une espèce inconnue demandait de l'aide. L'Assemblée se mit en alerte, ne sachant comment réagir. « Laissez-moi deviner, » dit Reed avec un léger sourire. « Vous voulez que des humains enquêtent ? Vous êtes membre de l'Assemblée maintenant, » répondit Rhett. « C'est autant votre responsabilité que la nôtre. »« C'est vrai, » approuva Reed. « Mais amenons quelques volontaires de l'Assemblée avec nous. Ils devraient apprendre à répondre aux appels de détresse. C'est un devoir au sein d'une communauté galactique. » Ils formèrent une équipe d'intervention conjointe, humains et espèces alliées, travaillant de concert. C'était imparfait, maladroit et parfois frustrant. Mais ça fonctionna. Les nouvelles espèces se reçurent à l'aide d'une coalition, et non plus seulement de guerriers. Telle était la nouvelle galaxie, ni parfaitement paisible, ni excessivement violente. Équilibrée. Assez fort pour se défendre contre les menaces. Assez compatissant pour aider les plus démunis. Les habitants des mondes de la mort avaient certes apporté la guerre, mais ils avaient aussi apporté protection, savoir et espoir. Le SOS n'avait pas condamné l'Assemblée. Il l'avait sauvée en la forçant à évoluer, à devenir plus forte qu'elle ne l'était, sans pour autant perdre ce qui faisait d'elle une civilisation. Ce fut une transformation difficile, mais nécessaire. Tandis que l'équipe d'intervention conjointe partait répondre au nouvel appel de détresse, le brillant chercheur Pym rédigea une dernière entrée dans son journal de recherche. L'humanité nous enseigne que la survie exige de l'adaptation. Nous nous sommes adaptés en les acceptant. Ils se sont adaptés en nous acceptant. Ensemble, nous sommes plus forts que chacune de ces espèces prises séparément. Voilà l'avenir de cette galaxie. Non pas l'humanité, non pas l'assemblage, mais quelque chose de nouveau, né de la fusion des deux. L'ambassadeur Rhett regarda les vaisseaux disparaître dans l'hyperespace, emportant avec eux la promesse d'aide à quiconque avait appelé. Le cycle se répéta. Une personne en détresse. Une personne qui répond. Ce n'était pas la galaxie que l'Assemblée avait connue, mais c'était mieux que celle où ils auraient péri. Les habitants des mondes de la mort avaient répondu à leur appel de détresse, et ce faisant, ils avaient tout changé.